Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 13h. Le Parti Les Démocrates a tenu son premier congrès ordinaire ce week-end à Parakou. Après 2 jours de travaux, le nouveau bureau a été dévoilé avec à sa tête un certain Thomas Boniyayi. Écoutez ici ses premières impressions au micro de Roland Tchanka et Olviga Vincent. Nous avons de nouveau réalisé l'union sacrée et mis en place une équipe solide de combat destinée à conduire à une victoire éclatante. Notre parti et le peuple béninois dans les confrontations des élections générales de 2026. Nous avons désormais vaincu l'esprit de timidité et reçu celui de vigueur et de courage pour prendre en main la mission historique qui incombe aujourd'hui aux démocrates, parti du peuple. Les populations du Bénin comptent sur nous pour leur assurer de nouveau le paix et la liberté. Aussi, mieux que par le passé, devions-nous nous atteler à rallier toutes les forces politiques de l'opposition, les unir, les fortifier pour mener ensemble le combat de restauration de la démocratie. Quand on a un travail, le salaire peut être mensuel, hebdomadaire ou même journalier. Il permet de faire face aux dépenses de la vie courante, mais pas seulement puisque la gestion des revenus varie d'une personne à une autre. Le dossier économie de ce lundi aborde la thématique de la gestion du salaire et propose quelques pistes pour fructifier ses revenus. C'est un sujet de Ariane Da Silva. Le salaire, c'est une rémunération que le travailleur perçoit pour avoir participé au travail dans le cadre d'un contrat qui le lie avec son employeur. Et le salaire est encadré par la loi. Quand on arrive à établir la relation de travail entre un employeur et un employé et que la rémunération n'est pas à la fin de cette relation de travail, l'employé a le droit de saisir les juridictions compétentes pour réclamer le versement de ce salaire-là. L'employeur ne peut pas infliger des amendes à l'employé. Avant d'être perçu par le travailleur, le salaire est calculé et ce calcul prend en compte plusieurs paramètres. Le salaire de base est déterminé en prenant en compte les compétences ou le diplôme. Le salaire de base s'obtient en prenant par exemple le taux horaire fois le nombre d'heures de travail. Maintenant, à côté, vous avez les indemnités et puis des primes. Par exemple, quand vous prenez les fonctionnaires, les salaires c'est déterminé en faisant par exemple ce qu'on appelle l'indice multiplié par le point indiciaire. Salim travaille dans le domaine des BTP. Il ne perçoit pas un salaire mensuel. Il a plutôt des revenus qu'il gère selon ses priorités. Je paie les scolarités des enfants, je gère la famille. Ça me permet aussi d'épargner quelque chose. Il faut mettre d'abord à l'aise la petite famille. Maintenant, c'est après cela que vous pensez à vous. Si vous êtes en location, vous devez impérativement payer le loyer. En dehors de ça, ce que nous appelons souvent la ration alimentaire, il faut prévoir quelque chose pour la santé des enfants. Donc il faut prévoir aussi quelque chose dans le déplacement et mettre quelque chose à côté. Ils sont unanimes. La rémunération, qu'elle soit mensuelle, hebdomadaire ou même journalière, sert en premier à mettre sa famille à l'abri du besoin et à épargner. L'épargne qui, selon des spécialistes, doit être investie pour assurer des revenus plus confortables. Par exemple, vous avez construit une maison de 8 pièces. Et si une pièce rapporte 50 000, ça fait banalement 400 000 le mois. Vous avez pris un prêt pour construire cette maison. Si vous devez travailler pour rembourser ce prêt, c'est un mauvais investissement. Les 400 000, si vous devez faire un bon usage, vous irez louer
une maison vous-même qui vous coûte mensuellement 200 000. Et il va rester 200 000 de l'autre côté. Peut-être que votre banquier vous demande un remboursement de 2,5 millions. Les 200 000 fois 12, ça veut dire 2 400 000. Ça veut dire que ce que la maison rapporte vous permet de payer vos loyers et de rembourser la banque. Au terme du remboursement, la maison vous revient et les loyers que vous allez prendre vont vous permettre encore de prendre un nouveau prêt. Une façon de faire que les spécialistes appellent éducation financière. L'objectif est de renforcer les comportements favorables à l'épargne, à la prudence en matière de dépenses et à un choix raisonné en matière d'emprunt. Ce lundi 16 octobre, c'est la 43e édition de la Journée mondiale de l'alimentation. Quelle est l'origine de cette journée? Surtout, quel est l'état des lieux en matière de lutte contre la faim dans le monde? Élément de réponse avec Génial Afouda-Monsi Aboka. Pour connaître l'origine de la Journée mondiale de l'alimentation, il faut remonter en 1979, plus précisément au mois de novembre. Mois au cours duquel s'est tenue la 20e conférence générale de l'Organisation mondiale de l'alimentation FAO. C'est lors de ces assises qu'est née la Journée mondiale de l'alimentation sur initiative des pays membres de l'organisation. Depuis lors, cette journée est célébrée chaque 16 octobre dans plus de 150 pays. La célébration de la Journée mondiale de l'alimentation vise à renforcer la sensibilisation pour l'action collective en faveur des personnes victimes de la faim dans le monde de façon à garantir une alimentation suffisante, saine pour tous. Un objectif encore loin de se concrétiser. World Food Day 2023. La Journée mondiale de l'alimentation coïncide en 2023 avec une crise alimentaire mondiale qui voit le monde régresser dans ses efforts pour éliminer la faim et la malnutrition. Quelques 780 millions de personnes de par le monde ne mangent pas à leur faim et près de 50 millions d'enfants souffrant d'émaciation sévère risquent de mourir. En 2015, après des années de progrès, les gouvernements se sont donnés pour objectif d'éliminer la faim d'ici 2030. 8 ans plus tard, le nombre de personnes souffrant de la faim a considérablement augmenté. It has increased significantly. Avec pour slogan « L'eau, c'est la vie, l'eau nourrit, ne laissez personne de côté », les festivités de cette année vont mettre l'accent sur l'importance de l'eau. La Journée mondiale de l'alimentation en est à sa 43e édition. Enabel célèbre la Journée internationale des droits des filles aux côtés des filles de Kouamonsé. L'agence belge a organisé une journée de discussion et de partage d'expériences sur les clés de l'entrepreneuriat. Le point de la séance avec Génial Afouda-Monsi Aboka et Bruno Routekbo. JIFI, Journée internationale des filles, est proclamée par les Nations Unies en décembre 2011. Elle est célébrée chaque 11 octobre pour promouvoir l'autonomisation des filles et le respect de leurs droits. Un exercice auquel s'adonne Enabel ici à Kouamonsé. Au-delà de cette journée qui est symbolique, c'est qu'Enabel est au cœur de cette action à travers son programme de coopération, c'est de mettre ces jeunes filles, ces jeunes au centre de notre action. Parce qu'on sait que c'est l'avenir, il y a une force, on l'a vu avec tout ce déroulement aujourd'hui, c'est une force qui nous encourage à continuer. On a aussi vu des résultats concrètement depuis plusieurs années, ce qu'on a pu faire en termes de formation et autres. Donc voilà, c'est rappeler que notre engagement est fort. On doit aussi porter une attention particulière aux filles qui souvent font encore face à des discriminations, des inégalités dans leur parcours au niveau de l'enfance, au niveau de la jeunesse, au niveau du début de la vie professionnelle active, tant au niveau de l'éducation que de la formation, mais parfois aussi au niveau des familles. On sait encore toutes les problématiques qu'il existe. Voilà, que ce soit les violences basées sur le genre, que ce soit d'autres discriminations, elles font face à beaucoup d'obstacles et je pense que c'est important de les accompagner. Échange ou encore partage d'expériences de femmes dans divers domaines, notamment l'entrepreneuriat, les jeunes filles de cette commune ont droit à une journée d'information et de motivation.
Et on a pu partager notre petite expérience à ces jeunes filles pour les montrer comment c'est possible d'entreprendre en tant que fille, en tant que femme, et comment c'est possible de pouvoir faire carrière dans le domaine du numérique. On a commencé avec les petites sœurs, avec les grandes sœurs pour partager les opportunités aujourd'hui pour les femmes, notamment dans tous les secteurs de métier, dans le numérique principalement pour ce qui me concerne. La JIFI en est à sa 11e édition. Et puis hier 15 octobre, c'était la journée du lavage des mains. Thème de cette année, des mains propres sont apportées. En prélude, l'ONG Helvetas Bénin s'est rendue dans certaines écoles de Banikwara et de Singbanan. Objectif, sensibiliser les écoliers au lavage des mains et ses avantages. Patrick Ayadji et Judy Kael Aïdan. Opération réussie pour l'ONG Helvetas Bénin dans la Liborie. Cette organisation non gouvernementale est parvenue à toucher sa cible, les écoliers de Gbassa et Siwan Boumoussou dans les communes de Banikwara et Segbana ont tout pour avoir désormais des mains propres. Cette journée, c'est des chants, des poésies, des jeux, toutes choses en fait pour sensibiliser et les enfants et les enseignants et les parents d'élèves qui sont là à montrer toute l'importance du lavage des mains à l'eau et au savon. C'est les enfants qui sont beaucoup plus victimes des maladies diarrhéiques et voilà pourquoi nous intervenons aujourd'hui au niveau des écoles pour pouvoir faire de la sensibilisation autour de cette journée. Helvetas Bénin a fait de nombreuses réalisations dans ses écoles d'intervention en matière d'eau potable, d'hygiène et d'assainissement. Helvetas a aidé à ériger un poste d'eau autonome, ce qui fait qu'aujourd'hui ils ont de l'eau potable à proximité et à disposition. On a fait la réhabilitation des latrines et en matière d'hygiène, nous avons aussi appuyé l'école à avoir des dispositifs de lavage de mains. Il faut reconnaître que c'est une ONG qui s'investit sérieusement dans le département de la Liborie, tant en milieu sanitaire que dans les écoles, parce que et les écoles et la communauté devaient savoir l'importance du lavage des mains. Grâce à Helvetas Bénin, des mains propres sont désormais à la portée des écoliers des villages de Gbassa et Siwan Boumoussou dans le département de la Liborie. L'Association nationale des communes du Bénin a reçu la visite des élus locaux contre le paludisme, une association à but non lucratif consignée en avril 2023 auprès de la préfecture de Paris. Plusieurs maires ont pris part à cette rencontre qui vise la réduction des cas de paludisme sur le continent. Christelle Tongodo et Messeslas Awaïmo. L'une des actions menées par l'association des élus locaux contre le paludisme est d'outiller les maires français sur la question du palu. L'association pose ses valises au Bénin pour diverses raisons. Faire en sorte que chaque élu local, dans sa communauté, chaque maire puisse dédier un adjoint, un conseiller municipal ou autre aux questions de santé publique. Parce que lorsqu'on touche la question de santé publique, finalement, on touche l'environnement et on touche les politiques publiques en termes d'aménagement. Aujourd'hui, au Bénin, c'est la promotion de la santé communautaire où les élus que nous sommes appelés à nous impliquer davantage. Ce qui a conduit déjà par endroit à la désignation des relais communautaires qui serviront d'intermédiaires entre les acteurs de la santé et la population pour travailler à la prévention de ces maladies. Le nombre de décès dus au paludisme a chuté de 8% ces dernières années au Bénin, de même que le nombre de cas. Alors que l'État central intensifie ses actions, les élus locaux du Bénin de leur côté s'engagent. Au nom de tous les maires du Bénin et au nom du président de l'ANCB, l'Association nationale des communes du Bénin, que nous représentons ce matin, nous prenons la ferme décision et l'engagement de lutter contre ce mal. Zéro palu, je m'engage. Le message est clair, s'unir pour aller contre cette maladie qui concerne tout le monde. Octobre est le mois de la lutte contre le cancer baptisé Octobre Rose, un mois pour souligner l'importance du dépistage du cancer du sein, première cause de mortalité par cancer chez les femmes dans le monde. Il faut donc avoir des comportements préventifs. Héloïse Winator et Christian Devochi nous en parlent.
J'ai vécu avec une personne qui a été victime du cancer du sein. Elle a su se rendre à l'hôpital, mais malheureusement, elle est décédée. Comme cette jeune fille, elles sont nombreuses ces personnes qui perdent leurs proches du fait du cancer du sein. Cette maladie silencieuse est la première cause de décès par cancer, 33% selon les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé. Au Bénin, une femme sur 20 court le risque d'être atteinte. Considéré au départ comme une maladie du troisième âge, il est de plus en plus observé chez les jeunes de moins de 40 ans. Le cancer du sein, une pathologie multifactorielle. Il y a que nous avons changé de mode de vie. Vous allez voir, les jeunes femmes préfèrent même aller manger dans les restaurants. On leur prépare rapidement les nourritures génétiquement modifiées, ou bien c'est plein d'huile, où il n'y a pas de légumes même, ou même s'il y en a, ce n'est pas nutritif. Les femmes ne font plus d'efforts physiques. La marche, on préfère monter sur les millions pour aller rapidement. Nos femmes banalisent certaines infections qu'on ne traite pas. L'autre mode de vie, c'est l'alcool. Et même parfois, il y en a qui fument. Le surpoids ou l'obésité, c'est aussi un facteur de risque. Quand on fait la maternité et qu'on coupe précocement la tétée au bébé, ou carrément on préfère lui donner le lait artificiel que de lui donner le sein. Outre ces facteurs de risque avérés, il en existe d'autres qui favorisent l'apparition de la tumeur maligne, tels que les antécédents familiaux, l'exposition aux hormones féminines, notamment après la ménopause, absence de grossesse ou grossesse tardive après 35 ans. Une fois arrivé au stade de cancer, il est trop tard de sauver une vie. Elle maigrit, elle perd l'appétit. La peau du sein devient épaisse là où il y a le cancer. Et prend même la forme de peau d'orange. Elle sent des douleurs. C'est parfois à ce moment que certaines femmes se rendent compte qu'il faut aller à l'hôpital. Et si elles ont la chance, c'est que ce n'est pas un cancer invasif, on arrive à lui sauver la vie. La seule solution qui s'impose aujourd'hui, selon des résultats de recherche, reste le dépistage précoce. L'autopalpation, on n'a rien remarqué dans les seins, donc comme conseil, je vais demander à la cliente de continuer à la maison chaque mois et c'est bon qu'elle revienne et nous voir chaque 6 mois pour que nous-mêmes, agents de santé, nous le faisions pour voir. Et c'est aussi recommandé de faire une échographie mammaire une fois dans l'année. Un diagnostic précoce constitue donc le meilleur moyen d'agir contre le cancer du sein. En effet, s'il est détecté assez tôt, il peut non seulement être guéri, mais aussi être soigné avec des traitements moins agressifs et moins mutilants. D'où la sensibilisation par tous les canaux pour réduire le taux de mortalité. C'est d'ailleurs l'objectif de la nouvelle initiative mondiale de l'OMS, réduire la mortalité qu'il provoque de 2,5% par an et d'éviter ainsi 2,5 millions de décès par ce type de cancer entre 2020 et 2040 à l'échelle planétaire. Le congrès de l'Association internationale des maires francophones a pris fin. Les représentants de plus de 300 capitales et métropoles francophones étaient à Cotonou. Avant de repartir, certaines délégations étaient en audience chez le maire de Cotonou. On les écoute au micro de Jérôme Humbo. Bonjour. Je tiens à féliciter personnellement Monsieur le maire, mais également l'ensemble de ses équipes pour la réussite de cet événement. Nous avons été très bien reçus ici à Cotonou. Ça nous a permis de découvrir les beautés de votre ville, mais également de votre pays. Donc, je tiens à le souligner. Nous avons également discuté de pistes de collaboration entre, bien entendu, Montréal et Cotonou. Donc, il y a des échanges qui se poursuivent, qui se tiennent depuis des années déjà, donc, y compris au niveau de nos services. Alors, nous avons discuté de cela. Nous avons également discuté de sujets qui sont extrêmement importants en ce moment, notamment les questions de transition écologique, les questions d'adaptation qui sont importantes également, avec la montée des eaux, le réchauffement climatique. Nous avons aussi parlé de culture. Cotonou a un art de rue qui est magnifique.
qui peut nous inspirer à Montréal. À Montréal aussi, nous avons tout un programme d'art de rue. J'ai eu l'occasion d'en parler cette semaine lors des rencontres de l'IMF. Donc voilà, alors c'était vraiment ça les discussions qu'on a eues avec monsieur le maire ici. Accueillir plus de 400 personnes venant d'horizons différentes, c'était important de pouvoir le remercier. Et nous avons échangé aujourd'hui des possibilités de renforcement des capacités entre des thématiques qui peuvent être intéressantes, sachant que nous, la ville de Nantes, on ne peut plus faire de la coopération décentralisée, mais nous comptons échanger nos expériences aussi, s'enrichir avec vous sur certaines politiques touchant l'urbanisme, touchant la jeunesse, touchant aujourd'hui l'implication des diasporas, mais surtout aussi l'égalité hommes et femmes, et voilà des thématiques sport qu'on peut essayer d'échanger entre Cotonou et la ville de Nantes. Je pense que le fait d'accueillir 400 personnes, ça montre toute l'expérience et la diplomatie du territoire. C'est pas par hasard que d'accueillir toutes ces personnes. L'écoute, bien sûr, de l'écoute, de l'expérience, mais surtout un homme qui a une vision. Et cette vision, comme je dis, une grande ville, ça se construit avec une vision de 20 ans, 30 ans. Et c'est un homme qui a une vision. Et nous, à la ville de Nantes, vous voyez, jusqu'à 2030, nous savons et nous avons discuté avec les populations, avec les acteurs économiques et sportifs. Nous avons un programme qui s'appelle « Demain, c'est maintenant ». Donc, qu'est-ce qu'on va faire demain? Et je vois sur ça avec monsieur le maire les discussions. Nos programmes se ressemblent. C'est pour ça que nous tenons à l'inviter à venir échanger sur cette vision partagée. Nous représentons la délégation angolaise qui est venue, quoique n'étant pas un pays francophone. Donc ils sont lusophones, mais le maire les a invités pour venir s'enquérir, n'est-ce pas, de comment l'association des maires se réunit et de ce dont il discute. Et aujourd'hui, la délégation allait présenter ses remerciements, sa gratitude à monsieur le maire. Et monsieur le maire a été aussi très enchanté de constater qu'effectivement, ils ont eu à répondre à son invitation. Le théâtre de la ville développe partout en Afrique. Ce qu'on appelle les consultations poétiques, c'est amener la poésie et les autres arts dans l'espace urbain, à la rencontre des populations, à la rencontre des jeunes. Et j'ai profité de cela puisqu'on va faire le lancement, le Bénin et Cotonou va être les 25e villes africaines qui vont accueillir cet événement-là, de lui parler de ce qui va se faire à partir de demain ici à Cotonou et après à Ouida. Donc j'ai informé le maire sur cette activité-là, voir avec l'équipe de la mairie les possibilités de traduire dans les faits et dans des projets concrets qui pourront être mis en œuvre dans le cadre de l'accord de coopération avec la ville de Paris. Voyons à présent ce dîner initié par l'Union islamique du Bénin à l'endroit de l'attaché religieux de l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite au Bénin. Au nom des honorés à ce rendez-vous des cadres religieux béninois. Marlène Kassa pour le compte-rendu. Un dîner pour marquer la visite au Bénin de l'attaché religieux de l'ambassade du Royaume de l'Arabie Saoudite près le Nigeria. Il est accueilli par l'Union islamique du Bénin. La grande personnalité religieuse musulmans de notre pays sont là. Ouais, l'Union islamique est présent, les grands imams, islamologues aussi, les intellectuels, les penseurs du Bénin sont là, alhamdoulilah. Donc ça veut dire que nous sommes ensemble et nous travaillons aussi pour le développement de l'islam et aussi pour que le Bénin avance, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Sur la table, le menu proposé par l'Union islamique béninoise a été des doléances dont la plus importante est d'avoir une ambassade du Royaume saoudien pour une coopération directe. Je demande à notre hôte de nous aider pour que l'ambassade de l'Arabie Saoudite ait une place chez nous au Bénin, de nous aider pour que nos enfants reçoivent des bourses. Le président de la Fondation Maloussou a demandé quelque chose qui est important parce qu'il sait ce qui se passe. C'est ce qu'il faut demander chaque fois et toutes les fois. Donc, nous demandons à Dieu le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, pour que notre visiteur amène avec sincérité
et honnêteté nos demandes. L'Arabie saoudite présente pour l'Afrique de nombreuses opportunités. Les musulmans béninois souhaitent donc collaborer davantage avec cette région du monde islamique pour mieux en bénéficier. Et puis, depuis l'annonce de son décès, El Rego nourrit les mémoires. Janvier Arerenou est l'une des marques de fabrique de la musique béninoise qu'il a côtoyée de son vivant. Il est ici au micro de Arnaud Adadja et Gabriel Seguino. C'est un monsieur, un très grand monsieur, qui aime au vrai sens du mot. Il a l'amour du prochain. Il est très aimable. Nous allons souvent chez lui, en groupe ou seul. Je vais chez lui. Nous parlons parce que entre lui et moi, il y a une amitié particulière. C'est vrai que je l'ai connu très tôt, à un moment où je n'étais pas encore musicien. Il conduisait une limousine de l'ambassade d'Amérique. Il était conducteur d'engins administratifs. Et quand on me dit que c'est lui qui a chanté tel morceau, ça me sidérait. Quand je suis entré en musique, on s'est connus. Il ne me trouvait pas très tendre et on a eu quelques accros. Bon, l'âge aussi étant, je n'ai pas vite compris. Mais quand j'ai su ce qu'il m'inculquait, je suis allé vers lui. On est devenus très amis. Il va nous manquer. Sans nul doute, il va nous manquer. Hors du Bénin, en Tunisie, des manifestants apportent leur soutien au peuple palestinien. En Israël, le président du pays constate les dégâts de la guerre sur le terrain. La compilation est signée Alain Sotouma. Tunisie, des centaines de manifestants expriment leur solidarité avec les Palestiniens dans la guerre qui les oppose aux Israéliens. Un rassemblement a eu lieu à Tunis en soutien au peuple palestinien. La guerre a éclaté après l'attaque sanglante du Hamas sur le sol israélien le 7 octobre. Des manifestants sont descendus dans les rues de Tunis pour marquer leur soutien au peuple palestinien. Selon un manifestant tunisien, il n'y a pas un événement lié à la Palestine qui ne rassemble pas des Tunisiens de tous les bords politiques. Environ 1 million de personnes ont été déplacées dans la bande de Gaza. Le président israélien Isaac Herzog visite Biri, un kibboutz d'environ 1200 habitants situé à 5 km de Gaza, où des militants du Hamas ont tué une centaine de personnes le 7 octobre dernier. La guerre qui s'en est suivie fait des milliers de morts et des dégâts incommensurables. Le président israélien est allé constater de visu les impacts des violences qui ont eu cours dans la localité. Australie, après le rejet par la majorité blanche du pays d'une réforme qui proposait de reconnaître les populations autochtones dans la Constitution et de leur donner plus de droits, les dirigeants autochtones de l'Assemblée des premiers peuples de l'État de Victoria à Melbourne espèrent que les Australiens pourront s'unir pour soutenir la réconciliation après l'échec du référendum national. Et voilà qui met un thème à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h avec plaisir.